Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire interview organisé par HMI MBS. Aujourd'hui, nous allons parler automatisation de flux logistiques. Pour ce faire, je reçois Vincent Joudiou. Bonjour Vincent. Bonjour Nicolas. Je me présente, je suis Nicolas Bouet, directeur général de la société HMI MBS. Je vais d'abord rapidement vous présenter notre société. Donc la société HMI MBS, c'est une société qui a un petit peu plus de 20 ans d'existence, qui a connu deux phases dans sa vie. Une première phase de 2000 à 2013, nous étions un bureau d'ingénierie spécialisé plutôt fin de ligne et logistique. On intégrait des robots KUKA à l'époque. Et depuis 2014, on a fait le choix de réorienter l'activité d'entreprise plutôt sur le négoce et de la vente de matériel de technologies innovantes et disruptives. Dans ce cadre, nous commercialisons des systèmes de cerclage ergonomique de palettes ErgoPack, des robots collaboratifs Universal Robots, des robots mobiles MIR, et c'est l'objet de ce webinaire aujourd'hui, au démarrage un petit peu difficile, mais on va y arriver, et des systèmes de stockage type VLM, stockage verticaux, et FIMAT depuis cette année. HMI MBS, c'est 40 personnes avec une équipe d'experts terrain dédiée par produit. C'est-à-dire qu'on va avoir une équipe d'experts dédiée ErgoPack, une équipe d'experts dédiée Universal Robot, une équipe d'experts dont fait partie Vincent dédiée MIR, une équipe d'experts EFIMAT. Ensuite, on a tout un département support technique qui est là pour aider nos clients à mettre en œuvre les produits que nous commercialisons, c'est-à-dire principalement les UR et les MIR, UR pour Universal Robot. Donc, il y a une structure type ingénierie, un classique, avec des chargés d'affaires, d'un bureau d'études élect, bureau d'études méca, des ingénieurs automaticiens, roboticiens, des programmeurs, des mécaniciens, des câbleurs, donc toute une équipe complète. On dispose aussi d'une équipe pour assurer tout le SAV, puisque nous faisons tout le SAV du matériel que nous commercialisons sur notre site de Saint-Martin-d'Abat, à côté d'Orléans. Et enfin, une équipe support administratif qui vient permettre à tout ce que les autres équipes puissent travailler ensemble efficacement. Nous avons réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de 11,7 millions d'euros. Vincent, vous faites partie de la HMI MBS. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous faites, d'où vous venez et quelle est votre expérience? Alors aujourd'hui, je suis chargé des affaires commerciales pour la branche MIR chez HMI MBS. Je viens du monde de l'intralogistique. Avant, j'étais un ingénieur d'avant-projet en fait pour des solutions intralogistiques. Et donc aujourd'hui, ma mission, c'est de démocratiser le MIR, donc montrer aux gens que le MIR est facile à prendre en main et à travers des démonstrations, donc qui se font soit chez nos clients dans les écoles ou sur des salons. Et puis ma deuxième mission, c'est de l'accompagner dans l'aspect avant-projet, donc la raison aujourd'hui de ce webinaire, dans le besoin de mes clients sur les AMR. D'accord. Et donc, Mir, déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter la société, peut-être, rapidement? Alors, la société MIR, c'est une société qui a été créée en 2013, rachetée en 2018 par Teradyle. Elle est située au Danemark et aujourd'hui, elle distribue ses produits à travers 200 partenariats dans le monde, donc sur 60 pays. Aujourd'hui, ça représente 6000 robots vendus et la société, c'est 300 collaborateurs qui sont dispatchés dans le monde pour répondre aux besoins. Très bien. Donc, Mir, on l'a dit tout à l'heure, c'est un AMR. Quelle est la différence entre les AMR? Parce qu'on parle habituellement des robots mobiles dans les flux logistiques, on parle plutôt d'AGV. Et quelle est la différence entre les AGV et les AMR? Alors aujourd'hui, l'AGV que l'on connaît, qui est une technologie qui commence à dater, mais qui est toujours fiable, c'est une technologie qui a besoin d'une infrastructure. Ça va être aujourd'hui soit du filo guidé, soit du laser guidé, qui va suivre des chemins prédéterminés qu'on a fait au préalable en étude. Et donc l'appareil va assurer cette sécurité que sur ce chemin, donc en s'arrêtant tout simplement. Malgré tout, il n'est pas capable de prendre en autonomie une décision pour prendre un nouveau chemin. Et c'est là qu'on a la différence avec l'AMR, c'est que l'AMR, lui, a cette faculté de pouvoir créer des nouveaux chemins et des nouvelles trajectoires en autonomie. Et ça se fait grâce en fait à une cartographie qu'on fait au préalable et on n'est plus dépendant d'infrastructures C'est extérieures. ça. Il n'y a pas besoin, en fait, d'éléments à ajouter, du type filo guidé, marquage au sol ou cible laser, etc. avec un AMR. Il fait sa carto et après, il se repositionne dans cette cartographie. C'est bien Tout ça? à fait. On a simplement besoin du MIR. D'accord. Alors, en parlant de Mir, du coup, quelle est la gamme Mir? Est-ce que vous pouvez nous la décrire? Aujourd'hui, si on décrit la gamme MIR, c'est simplement d'avoir deux catégories d'appareils. Donc, le chiffre que vous voyez, c'est affiché à l'écran, c'est le poids en kilogrammes qui est capable de transporter l'appareil. Et donc, le MIR 100 et 250, eux, vont être destinés plutôt à des transports de petites charges avec une forte agilité de façon à être au plus proche des opérateurs ou des endroits étroits, alors que le MIR 600 et 1350 seront plutôt des appareils dédiés à du transport de charges lourdes type palette. Alors, pour donner un peu un aspect de dimension, le 100 et le 250 vont faire une taille d'une demi-palette avec 300 mm de hauteur, alors que le 600 et 1350 sont un peu plus larges qu'une palette Europe, 900 par 1300.
J'en profite rapidement pour poser quelques questions sur les caractéristiques. Vitesse maxi, Ça va être 2 mètres secondes, on n'excédera jamais cette vitesse. C'est une norme qui nous impose justement, lorsqu'on est en collaboration avec de l'humain, de ne pas excéder cette vitesse. autonomie, L'autonomie, en termes de batterie, on va être environ sur 8 heures sur l'ensemble de la gamme. Et l'idée, c'est que l'appareil travaille sur un shift d'équipe et se recharge en 1 heure pour être opérationnel pour le prochain. d'accord, c'est une technologie batterie lithium-ion, je crois. On est en lithium-ion, donc on essaye de faire au mieux du biberonnage tout le long du cycle, de façon à ce que le robot soit opérationnel au maximum de la journée. Ok. On continue sur le MIR. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la façon logicielle? Parce que le MIR, il est autonome, il se promène. Comment on y accède? Comment on le paramètre? Comment on l'exploite? Comment ça fonctionne d'un point de vue logiciel? Et ben, de point de vue logiciel, le MIR embarque déjà son logiciel de pilotage. Donc, pour y accéder, on va prendre l'analogie, ça va être de travailler en Wi-Fi. Donc, on va se connecter en Wi-Fi comme une box Internet. Et par la suite, on va ouvrir une page web sur laquelle on va retrouver l'interface du MIR. Et à partir de cette interface, on va pouvoir rentrer tous les paramétrages et ni plus ni moins le mettre en service. Donc, on peut y accéder via une tablette, un téléphone. N'importe quel élément qui dispose d'un navigateur Internet va pouvoir se connecter et accéder au logiciel. C'est ça, ce qui donne D'accord. une grande flexibilité. Via des logins et des mots de passe pour la sécurité, j'imagine. Bien sûr. Justement, en parlant de sécurité, parce que l'appareil il est autonome, vous m'avez dit qu'il se promenait tout seul dans les ateliers, comment il assure sa sécurité par rapport aux opérateurs et par rapport à son environnement? Eh ben, il a 3 éléments optiques, donc 2 scrutateurs qui sont positionnés en opposition. Donc, vous pouvez voir le champ justement à l'écran qui est représenté en orange, qui va faire justement la sécurité à 360 degrés de l'appareil. Ils ont été disposés par MIR à 150 mm. C'est un choix technique par rapport à l'aspect poussière des entrepôts, pour éviter que les poussières soient positionnées devant le scrutateur et déclenchent des arrêts d'urgence inopportuns. Après, on va avoir 2 caméras 3D qui vont par la suite aider au pilotage de l'appareil et surtout détecter les obstacles qui vont du sol jusqu'à 1,80 m et qui va l'assister ni plus ni moins dans ses décisions de pilotage. Donc, on parle d'un élément de sécurité, on parle sur du SIC, donc des éléments parfaitement connus et maîtrisés, Mmh. reliés à un automate de sécurité SIC, c'est un contrôleur de sécurité SIC qui est lui-même en liaison avec les moteurs. Tout à fait. Ce qui veut dire que si quelqu'un un jour vient pirater l'informatique du MIR, prend la main sur le MIR et fait foncer le MIR sur les gens, vu qu'on est sur du bas niveau en termes de sécurité, on s'arrêtera dans tous les cas, c'est bien ça? On s'arrêtera, il n'y aura pas de dégâts humains ni matériels. Très bien, merci. Toujours concernant la sécurité, on sait concernant les scrutateurs, alors ce matin nous avons réalisé un webinaire avec SIC concernant les scrutateurs et les robots Universal Robots, c'est très drôle d'en reparler cet après-midi. Donc on sait que la taille des champs, elle est définie en fonction des vitesses par exemple, et du coup comment c'est géré par le MIR cet aspect-là? Alors, donc, on va avoir des paliers en fait en fonction des vitesses à laquelle progresse le MIR. Si un obstacle, une personne rentre dans ce champ de sécurité, les freins vont se déclencher et on va assurer cette fonction de sécurité. Bien sûr, si la personne arrive en front du MIR, l'appareil va le détecter et ralentir sa vitesse progressivement de façon à ne pas et contourner si la personne ne se dégage pas du chemin. D'accord. Donc, le MIR, on a vu, c'est une tortue, on va dire, un élément robot qui permet de se déplacer, qui est tout plat, mais potentiellement sur le dos de cette tortue, on n'est pas obligé d'avoir des objets que de la taille du MIR, on peut avoir des objets plus grands que le MIR. Oui. Et dans ce cas-là, comment c'est pris en compte? Parce qu'il ne faut pas qu'il cogne avec cet objet. Est-ce qu'il est capable de se dire, en fait, ce que j'ai sur le dos, c'est plus grand que moi? Comment c'est géré? Alors ça, c'est géré en avant-projet, justement, où on va, quand on définit justement les charges qu'on a à transporter, on va justement prendre la charge, l'une des charges les plus larges, et on va lui créer en fait une empreinte au sol qui va permettre justement à l'appareil, lorsqu'il saisit la charge, de prendre en considération non plus son socle comme référence de sécurité, mais la charge qu'il transporte, ainsi pour la sécurité, mais aussi pour la navigation. Ok. Dernière question, donc on a bien vu, y compris les caractéristiques, comment ça fonctionnait au niveau du MIR. Comment on met en œuvre un robot MIR chez soi? Alors, on le fait en 3 étapes. La première étape, ça va être la cartographie. L'idée étant de poser l'appareil dans son atelier. Il va utiliser ses scrutateurs, sa caméra, la façon de reconstituer un plan 2D de votre atelier. On va garder les éléments fixes, c'est-à-dire les poteaux, les murs et les machines, de façon à faire des points de repère. La deuxième étape, ça va être ni plus ni moins de lui apprendre le code de la route de votre société, donc savoir comment il se comporte nativement, mais aussi de positionner les gares, donc les points d'arrivée et les points de départ. La troisième étape va ni plus ni moins être la programmation de mission, c'est-à-dire que lorsqu'on va avoir déclenché une mission, soit en appuyant sur un bouton, ou soit une machine qui déclenche ni plus ni moins l'action d'appel, on va décrire toutes les actions du MIR pour cette mission. C'est-à-dire que par exemple, la mission la plus basique, c'est tu vas du point A à un point B, ça c'est une mission 1. Mission 2, c'est tu vas du point A au point C.
Mission 3, tu vas du point A au point D. Et après, on va lui dire, tu exécutes la mission 1, la mission 2 ou la mission 3. C'est bien ça? Tout à fait. Et on va avoir une liste de missions qui va être en cours. Il va le traiter en FIFO. Bien sûr, on peut avoir des ordres de priorité qui vont être sur certaines missions. Et du coup, ces missions, on peut les déclencher comment? Vous Alors, avez parlé rapidement de machines, de boutons. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? plusieurs méthodologies pour lancer les missions. La première, la plus simple, c'est d'utiliser l'interface MIR. Donc, on va avoir un tableau de bord présent sur un support qui peut être un écran tactile, une tablette ou ni plus ni moins un PC, sur lequel l'opérateur va appuyer sur les boutons qui sont présents sur cette interface. Donc, c'est la méthode la plus simple. Du style, viens chercher une pièce ou va porter la pièce à mon collègue. Tout à fait. D'accord. La deuxième option, ça va être ni plus ni moins plutôt sur des machines, des palettiseurs ou des banderoleuses, par exemple, qui ont terminé un cycle de banderolage. L'automate va envoyer justement via un Modbus TCP/IP relayé par le Wi-Fi de l'entreprise la demande d'évacuation de palettes. D'accord. On va avoir la même chose, mais avec des petits modules Wi-Fi qui vont justement avoir des entrées tout ou rien. Et là, ça va être un peu plus simple en termes de gestion. Ça va être ni plus ni moins un capteur branché à ce module. Et le module va le relayer justement la demande d'évacuation, par exemple, d'évacuation d'un convoyeur. Typiquement, on est sur une formeuse de caisse. Sortie de formeuse de caisse, j'ai un convoyeur. Le carton arrive au bout. J'ai une cellule qui détecte la présence. Et en ce cas-là, on dit au MIR, il faut venir évacuer le carton. Avec ce genre de module. Tout à fait. Et le dernier point? Et le dernier point, ça va être ni plus ni moins de se connecter directement avec les ERP ou WMS de nos clients. Donc, on va communiquer via le protocole REST API. Généralement, ces solutions-là sont plutôt orientées sur des flux importants avec d'innombrables missions et du tracking. D'accord. Donc le MIR, on a vu, c'est un robot, on a expliqué son fonctionnement en général, mais ce robot, si on veut vraiment l'exploiter, il faut que là, c'est une plateforme, donc une tortue avec rien sur le dos. Comment on fait? Donc MIR a eu l'idée de créer un écosystème, je crois. C'est ça, l'écosystème, vous pouvez le retrouver sur le site de MIR, il s'appelle MIRGO. C'est un référencement de tous les top modules qui existent pour s'adapter sur les MIR. Et donc, les top modules, on en a divers et variés de façon à s'adapter à nos clients et à leurs besoins. Donc, on peut justement regarder qu'il y a MIR qui en fournit déjà par eux-mêmes. Donc, on va commencer un peu à dégrossir ensemble. En haut à gauche, on va avoir le système Hook de MIR qui va permettre la préhension de chariots qui est déjà existant chez nos clients. Donc, ça permet d'éviter de refaire des flottes de chariots, ni plus ni moins. L'appareil est autonome, il va saisir automatiquement le chariot et l'emmener à l'endroit voulu. En solution plus flexible en termes de navigation, on va avoir le système chef carrière qui est juste en dessous, où justement le MIR, lui, va passer en dessous le chariot, ce qui lui permet de tourner à 360 degrés sur place. D'accord. Ce qui veut dire que là, c'est donc à présent, on a deux doigts en fait qui sortent sous le chariot et qui entraînent le chariot. Après, le MIR, il roule le moteur et le chariot reste posé sur ses roulettes. Il reste positionné sur ses roulettes et ça lui donne justement cette flexibilité un peu plus importante. Après, on va passer sur les MIR qui sont un peu plus imposants, les 600 et 1350. On va avoir le système de lever des étagères. Là, on est sur des pièces spécifiques et lourdes. Et on va avoir le système de transfert de palettes, ni plus ni moins d'une embase à une autre. Okay. Il existe d'autres fournisseurs. Donc, on va vous en citer deux qui sont les plus connus et qui ont une large gamme de produits. Ça va être ROEC, qui va avoir un système de traction d'étagères. Alors, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont développé un système de façon à ce que le point de repère soit sur le MIR, sur le chariot, de façon à ce que le MIR repère le chariot dans un espace qui est défini. Et puis, on va avoir des solutions, ni plus ni moins, très classiques de convoyage, transfert de convoyeur. Alors, bien sûr, aussi à diverses hauteurs, on peut mettre un aspect élévateur. Oui, dans le cas de ROEC, le convoyeur peut être soit statique en hauteur, soit dynamique en hauteur, et auquel cas on vient s'ajuster en fonction de la gare si on a des hauteurs différentes au niveau des différentes gares. Voilà, ça nous arrive. Et on a aussi la version palette, sur la partie convoyeur aussi. On peut prendre des palettes complètes. Et puis aussi à différents niveaux de même. Ok. Nord-module? Et Nord-module, on retrouve la gamme aussi de convoyage, mais on va aussi retrouver un système qui s'appelle Quick Mover. C'est un système à peigne avec un élévateur. Et le but, ça va être, on va retrouver ce peigne inversé sur les gares. Et le but, c'est de transporter ces charges d'une gare à une autre sans avoir à homogénéiser le transport avec des bacs ou des boîtes. Okay. Concernant donc la mise en œuvre de ces matériels, donc les clients et l'esprit vraiment des AMR, je trouve MIR en particulier, c'est dans une brique technologique d'industrie du futur, donc être très flexible et donc les clients peuvent rajouter même des gares ou modifier les trajectoires potentiellement. Et du coup, il y a besoin de formation. Donc, il y a une formation en ligne, je crois, qui est disponible. Alors, on peut retrouver une formation en ligne qui est sur MIR Academy.
déjà qui permet de s'initier au produit. Nous, après, derrière Chimie MBS, on est centre de formation certifié Calliope pour justement aider à nos clients à mettre en route leur installation s'ils le souhaitent, ou tout simplement renforcer les compétences de ces équipes pour justement le jour où il y Exploiter au a mieux. voilà, exploiter mieux, mais surtout aussi lorsqu'il y a un réagencement d'atelier, que les équipes des clients soient autonomes dans leur façon de faire. Donc, le fait qu'on soit certifié Calliope permet effectivement aux clients de faire passer leur formation prise en charge par les OPCO, en fait, si nécessaire. Donc là, on va arriver vraiment, maintenant, après toute cette présentation générale rapide, j'espère qu'on a quand même été assez clair, sur la partie traitement d'un projet MIR. Tout d'abord, donc le type de données qu'il va falloir qu'on collecte, si j'ai bien compris, pour pouvoir appréhender un projet MIR. Donc, Voilà. juste lister ces données et après, on va aller dans le détail sur chacune d'elles. Tout à fait. Je vous écoute. Il y en a 5. Déjà, c'est savoir les charges à transporter, qu'est-ce qu'on transporte, ni plus ni moins, d'où à où l'itinéraire, hein, et puis à quelle fréquence, si c'est un trajet ou 20 trajets tous les heures. Les gares, comment sont disposées en fait mes gares dans l'atelier, et puis comment on veut faire fonctionner l'ensemble. D'accord. Donc, si on revient sur l'aspect charge à transporter, quelles sont les informations qui sont importantes? Eh ben, ça va être répertorié toutes les charges qu'on va devoir transporter avec le MIR, hein, ou qu'on souhaite déjà transporter avec le MIR, avec leur dimension et le poids. L'idée étant de pouvoir choisir le bon appareil pour le poids et les dimensions, ainsi que le top module. Mhm. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième donnée, les itinéraires. Bah là, on va demander généralement à nos clients de nous fournir un plan, de préférence en DWG. Ça nous permet, pour faire la liaison avec les charges, de voir si on peut transporter justement ces charges lorsqu'elles sont extrêmement longues à travers tout l'atelier. Mais aussi, ça va pouvoir nous aider à calculer les distances entre 2 points, ce qui va être aussi important pour la suite, pour dimensionner la flotte. D'accord. Donc, on a dit tout à l'heure la vitesse des MIR, lorsqu'on fait justement ce genre de calcul, on est à quelle vitesse? On considère 2 mètres par seconde, on considère quelle vitesse? Alors, on sera rarement, on va dire, au maximum. La condition où on est vraiment à la vitesse maximum, c'est un bon tunnel, en fait, où on a une bonne ligne droite et bien dégagée. En réalité, on se retrouve fréquemment plutôt autour des 0,8 mètres secondes dans les ateliers de production. Dans les centres logistiques, on sera plutôt entre les 1,2 et 1,5 mètres secondes. D'accord. Ça dépend effectivement s'il y a beaucoup de piétons, beaucoup de circulation à côté, où le MIR doit s'arrêter, recalculer sa trajectoire et ça va diminuer sa vitesse moyenne, en fait. C'est bien ça. Tout à fait. Et puis aussi le nombre de virages, ce qui peut aussi, lorsqu'on a des virages, on ralentit pour justement faire cette manœuvre. Donc, vous parlez des fréquences, donc des flux, en fait, c'est-à-dire que là, vous allez demander en fait la totalité des flux sur une journée, par exemple, entre une gare A et une gare B. Alors, on va demander la totalité, mais ce qu'on va être en plus critique, on va même nous aller jusqu'au flux horaire, parce qu'on se retrouve des fois avec des projets où on nous dit j'ai 50 palettes à transporter dans la journée, mais en fait, on se réalise qu'en fait, il y a 40 palettes qui sont à transporter pendant 4 heures. Et ce n'est pas les mêmes flux lorsque vous lissez l'ensemble de la charge ou vous travaillez justement plutôt sur 4 heures, 80% de votre flux. Ça peut arriver dans ce cas-là, on passe de un MIR à plusieurs MIR pour répondre aux besoins. En fait. Voilà. Et c'est là tout l'enjeu d'avoir ces données. D'accord. Autre point à aborder, donc l'aspect gare. L'aspect gare, donc ça va être ni plus ni moins de définir qu'est-ce qu'on a besoin en termes d'espace ou en termes d'interface pour saisir la charge. On va prendre l'exemple de chariots qu'on va devoir tracter. On va devoir définir le nombre de chariots qu'on a emmenés à certains points, et ce qui va aussi nous définir le nombre d'emplacements et l'espace nécessaire pour la bonne préhension de ces chariots par le MIR. Idem pour les convoyeurs, si on a différents niveaux, c'était l'exemple qu'on avait donné avec le système ROEC, de pouvoir définir la plage d'élévation d'un système de levage. Très bien. Et dernier point, on l'a vu tout à l'heure, dans le MIR, il a toutes ses missions, donc tous les travaux qu'il aura réalisés, mais il faut déclencher la mission. Et donc là, il faut définir comment on veut fonctionner au sein de l'entreprise. Est-ce que c'est un opérateur qui dit j'envoie le MIR là? Est-ce que c'est un opérateur qui dit j'appelle parce que j'ai besoin de pièces? C'est un peu ça en fait, c'est bien ça? Tout à fait. C'est dans un premier temps de faire réfléchir, de nous décrire le fonctionnement que vous avez aujourd'hui et celui que vous souhaitez. Et généralement, je souhaite soit qu'un opérateur continue à appuyer sur un bouton pour déclencher une fonction automatisée, soit on veut automatiser un peu plus la fonction d'envoi de mission auprès des MIR. D'accord. Et là, vous allez nous présenter un résultat d'un projet qui a été mis en service chez un client. Tout à fait, cette année. Vous pouvez nous expliquer le client et comment ça se passe? Alors, c'est un client donc, qui fait de la réparation de pièces mécaniques. Donc, l'idée du projet était qu'on se mettait en fin de production et on récupérait les produits pour les emmener en zone d'expédition. Et en contrepartie, il fallait ramener le support palette pour que l'opérateur puisse remplir ses pièces réparées dans cette palette.
Donc, on va avoir le MIR qui, ni plus ni moins, va saisir la palette qui est déjà présente sur le convoyeur et l'emmener sur l'aspect expédition. Donc, vous voyez, on est dans un endroit assez étroit et l'appareil reste très agile sur la façon de On est naviguer. en accéléré, hein, rassurez-moi. On a accéléré un petit peu le mouvement, on est en x3. Bien sûr, c'était justement pour montrer aussi que dans les endroits étroits, on ne va pas mettre une vitesse faramineuse non plus sur l'appareil. D'accord. Et donc là, le MIR vient prendre les pièces pleines, la caisse de pièces pleines qui ont été réparées, et les amène dans une zone de stockage dans la partie entrepôt. Voilà. Et puis les autres missions, c'est de l'approvisionnement sur les lignes en Alors, palette. j'ai vu l'opérateur tout à l'heure qui poussait un chariot avec Pourquoi il n'a pas été poussé le chariot 50 mètres plus loin pour l'amener directement avec ses pièces dans la zone atelier? Alors, il y a plusieurs facteurs. L'une, c'était ni plus ni moins un gain de temps, ni plus ni moins, parce que l'opérateur, lui, va pouvoir juste continuer à charger les pièces et à faire son process. Le second objectif, c'était de réduire aussi les accidents. Ni plus ni moins, il y a du circulation cariste sur la même piste que le MIR. Et justement, le fait que ce soit un MIR qui transporte les charges va diminuer l'aspect accidentogène. Et puis derrière, il y a aussi l'aspect tracter une charge. Là, les caisses font jusqu'à 500 kg aujourd'hui. Donc, une personne qui tracte 500 kg toute la journée, à la fin de la journée, ça pèse physiquement. Ok. Donc, si on synthétise un peu, lorsque vous demandez les données aux clients pour faire un avant-projet, pour commencer à étudier effectivement l'idée d'implanter ou d'automatiser les flux, donc on collecte toutes ces informations. Donc là, c'est un exemple de dossier que vous nous montrez. Vous avez donc, allez-y, je vous écoute. Vous pouvez nous décrire un petit peu ce qu'il y a sur le slide Et rapidement. là, c'est justement, on reprend les données qu'on avait demandé à notre client, donc c'est-à-dire dans un premier temps, quelles charges sont à transporter. Donc, dans le cas présent, c'était ni plus ni moins d'avoir des rôles, des chariots qui sont déjà dédiés au client. Il m'a ensuite fourni son implantation, donc, ainsi que tous les circuits qui sont nécessaires et qu'il veut automatiser en tout cas. Avec les positions des gares, etc. Position des gares et en plus même les circuits imposés au MIR pour certaines voies et certains accès. Et puis derrière, on a le flux qui était attendu par type de produit. Donc, c'était par gare de départ dans ce cadre de projet. Et donc, avec toutes ces données-là, nous, vous générez un PowerPoint pour présenter le résultat de votre avant-projet au client, c'est bien ça? Tout à fait. Et on arrive avec, je vous laisse pareil, nous expliquer. On arrive avec un résultat où on a on vient exposer une solution. Donc dans le cas présent, c'était un système de MIR hook pour tracter justement ces chariots existants, avec son chargeur bien sûr. Et puis on a étudié, voir le taux d'occupation qu'avait ce robot en fait pour toutes les manipulations qu'il a à faire à l'heure. Et on a pu voir que voilà, le robot aujourd'hui était engagé à 50%, donc il avait encore un potentiel libre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, mon client, il va installer ce robot pour faire cette fonction-là. Mais il a déjà une deuxième idée, c'est de faire l'évacuation de toutes les poubelles dans son entrepôt. Et justement, à l'aide de la formation qui va suivre, il va être en autonomie pour faire cette deuxième étape. D'accord. C'est souvent d'ailleurs ce qui se passe, c'est que les clients nous demandent souvent de les accompagner sur une première mission, on va dire, sur une première fonction. Et après, grâce à la formation et côté comme simple de mise en œuvre du produit, ils arrivent à redévelopper des fonctions complémentaires et donc améliorer le ROI, l'utilisation du MIR en fait. Tout à fait. C'est ce qui est recherché en tout cas dans ce cadre-là. Et même dans les cadres où on rajoute des robots pour faire d'autres fonctions, justement, ça les laisse autonomes dans leur apprentissage. Très bien. Donc, pour résumer, lorsqu'on va mettre un MIR en œuvre, déjà, il y a 3 étapes pour le mettre en œuvre. La première étape, effectivement, on fait une cartographie. Deuxième étape, on retouche la carte et on l'affine avec les points de départ, les points d'arrivée. On programme toutes les missions possibles du MIR, donc toutes les actions, tous les déplacements qu'on attend du MIR. Et ensuite, on définit les points de déclenchement de ces missions. Donc ça, c'est les 3 premières étapes. Okay. Ensuite, en amont de cette partie-là, lorsqu'on va utiliser et étudier un projet MIR, si je vous ai bien compris, tout d'abord, il faut qu'on collecte la nature des données, les caractéristiques des produits qu'on doit transporter. Ça. Deuxième étape, on doit définir les flux, c'est-à-dire les points de départ et les points d'arrivée, déjà d'un flux dans le sens géographique du terme, et en même temps les flux en termes de cadence et de volume de produits qu'on doit transporter par heure. Ça. Tout à fait. À partir de tout ça, nous, on est capable de vous aider, les clients et les gens intéressés par ce genre de produit, pour définir la bonne solution technologique, c'est bien ça, et dimensionner la flotte, c'est-à-dire définir est-ce qu'il faut 1 MIR, 2 MIR, 3 MIR pour répondre aux attentes de flux. Voilà. Et puis pour le fonctionnement, généralement, on revient parce qu'on a un aspect d'échange. On ne trouve pas forcément du premier coup, mais justement, cet aspect d'échange permet d'arriver à la solution qui convient au mieux pour nos clients. Okay.
Dans la démarche en général, quand vous appréhendez le premier rendez-vous en clientèle, comment ça se passe? Alors, le premier rendez-vous, généralement, c'est plutôt un aspect démonstration. Moi-même, j'ai un appareil justement pour montrer la facilité de mise en service avec une solution chef carrière, donc traction d'étagère. Le but, c'est de faire découvrir le produit et le potentiel du MIR, mais aussi d'en profiter pour voir l'espace du projet où est-ce que l'appareil doit circuler justement et voir les contraintes de l'environnement. Parce que justement, ces appareils-là, il y a une contrainte environnementale par rapport à laquelle il va travailler et il faut la connaître pour pouvoir bien adapter la solution. Ok. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, Vincent, il y a un certain nombre de questions qui sont en train d'apparaître, Mhm. auxquelles je vais vous laisser répondre en tant qu'expert. D'accord. La première question que nous avons, ça concerne les températures d'utilisation minimum. Est-ce qu'on est capable d'aller dans du froid négatif? Alors non, on va être entre 0 et 40 degrés en termes d'utilisation. Et il y a un aspect d'attention aussi à voir, c'est qu'on utilise des scrutateurs SIC, et c'est-à-dire qu'un fort écart de température, surtout dans le négatif qui veut revenir en ambiant, on va dégager en fait un aspect de buée, et cette buée va se répercuter sur les scrutateurs, ce qui fait que derrière, on risque d'avoir des arrêts d'urgence en fait, qui vont se déclencher et l'appareil bloqué pendant 1 ou 2 minutes, le temps que la buée se retire. D'accord. Existe-t-il de gros sites logistiques utilisant le MIR? Aujourd'hui, il y a du FM logistique au niveau mondial, il y a déjà FM logistique qui l'utilisent. Principalement, c'était de l'évacuation de déchets, leur fonction. Plus en plus de solutions d'échange entre cellules logistiques, c'est-à-dire qu'on a la réception de palettes et il faut distribuer à la bonne cellule logistique le produit. D'accord. Nous, en fait, sur l'Europe, on est encore en phase de démarrage, on va dire là-dessus. Aux États-Unis, je sais qu'il y a des flottes de plusieurs dizaines de MIR qui fonctionnent chez Toyota, etc. Il y a John Deere Tout à en fait, Allemagne qui est équipé aussi. tout à fait. En France, John Deere aussi est équipé aussi en En France. France, oui. Donc voilà, c'est en train de se développer. C'est encore une technologie émergente aujourd'hui. Il faut pas se voiler la face. Et on a de plus en plus, mais on sent qu'on est en train de basculer, vous savez, du côté early adopter, passer sur du client standard. Mm. Et on s'aperçoit qu'on passe de plus en plus de la fonction POC à réellement l'exploitation. On a comme aujourd'hui un certain nombre de clients qui exploitent d'une façon industrielle et courante ce genre de produit. Peut-on avoir une idée des tarifs? Alors, la fourchette est large, suivant du 100 au 1350, j'imagine, Voilà, et puis ça dépend aussi du du top projet, module. parce que en fin de compte, on peut parler d'un budget d'un AMR, mais ce qu'il faut aussi penser, c'est ce qu'il y a à côté de l'interface. Si on doit se connecter à un automate ou à des convoyeurs, ou avoir un nombre de chariots défini par rapport à l'utilisation. On s'est rendu compte de ça sur un certain nombre de clients. Lorsque l'on a, imaginez, vous avez 50 chariots chez vous modifiés, vous avez 300 € de modification par chariot, on arrive tout de suite sur des budgets qui peuvent exploser complètement. Et donc, c'est là où c'est très astucieux de trouver la solution technique qui permet le moins de modifications possible de votre environnement, en fait. Combien de MIR peut-on piloter avec une tablette? Alors aujourd'hui, lorsqu'on pilote plusieurs MIRS, on a ce qu'on appelle le gestionnaire de flotte, MIRFleet, qui va, lui, avoir une gestion jusqu'à 100 robots. Aujourd'hui, la plus grosse flotte, elle est en cours d'installation, et en France en tout cas. Et ça demande un Aujourd'hui, certain on est temps. sur une vingtaine de MIR Voilà, sur c'est une sur une nouvelle vingtaine flotte. de MIR pour donner. C'est au-delà, c'est généralement, on a énormément de flux qui sont traités, et des appareils plus adaptés sont en fixe, qui demandent plus d'infrastructures, mais traitent plus de flux, sont plus adaptés. C'est au-delà. Donc, pour revenir juste sur la question sur la tablette, en fait, effectivement, le même MIRFleet est accessible sous forme de serveur web et on peut le piloter aussi par rapport à une tablette. Tout à fait. Y a-t-il une stratégie d'évitement cas de bouchon? En fait, le MIR, naturellement, va voir si c'est occupé devant lui, et il va recalculer une trajectoire pour toujours atteindre sa destination. Moi, j'ai déjà vu lors de démonstrations en clientèle où on était sur un couloir, effectivement, le couloir était bouché et le MIR a commencé à faire tout le tour de l'atelier parce qu'il a eu l'occasion de faire la cartographie de tout l'atelier. Il faisait tout le tour de l'usine pour arriver de l'autre côté du bouchon. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est parfaitement fonctionnel aujourd'hui, qui est d'ailleurs très impressionnant. Il faut surveiller d'ailleurs que le MIR ne part pas partout, et on va définir des zones justement pour l'interdire de passer dans tous les points. Voilà. Et puis, on peut, dans des cas un peu plus contraignants, créer des zones de repli. Ça nous est arrivé sur un sujet cette année où en fait on voulait éviter que l'appareil justement fasse cette action de faire le tour complet de l'usine, et en fait on lui faisait simplement une zone de repli à chaque étape, de façon à ce qu'il reste en attente le temps que le passage soit dégagé. Je reviens juste sur l'aspect tarifaire tout à l'heure pour compléter ce que vous avez dit, parce que j'ai été recomplété par notre assistante commerciale. Merci Sandrine. Mmh. En fait, les robots nus vont de 30 000 à 90 000 euros. Après, effectivement, il y a tout l'environnement qui est lié, mais sur le robot, si vous prenez un MIR100, on est environ 30 000 euros. C'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions auxquelles on pourrait vous répondre? Oui.
Tout à fait. Alors, peut-on l'associer à des chars élévateurs dans un atelier? Tout à fait. On a déjà des clients qui l'ont fait. On a même, grâce aux modules, on a parlé des modules tout ou rien tout à l'heure, on est capable d'avertir soit l'émir quand il y a un char élévateur dans la zone ou inversement mettre un gyrophare, mais on est capable d'interagir. Sachant que naturellement, un MIR ne fera pas le poids face à un char élévateur, mais plus qu'un opérateur. Mais non, déjà, on travaille en interaction et ça fonctionne très, très bien. Peut-on envisager une combinaison MIR et Kobo? Oui, c'est déjà quelque chose en plus qui est prévu nativement dans le MIR, je crois, c'est-à-dire la connexion d'un Kobo UR, parce que comme vous le savez, ce sont deux sociétés sœurs, UR et MIR. Et effectivement, le MIR est déjà prédisposé pour venir s'interfacer avec un Kobo UR. Il y a déjà des applications qui fonctionnent aujourd'hui. Et pour de l'appréhension, ça fonctionne aussi. Donc n'hésitez pas, si vous avez des intérêts particuliers sur ce genre d'application, rapprochez-vous de Vincent. Il y a des vidéos, il y a plein de choses qu'on peut vous montrer et qui existent, et on peut aussi venir faire des essais chez vous. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est noté, Vincent vous appelle. Peut-il circuler en extérieur? Non. Pourquoi on ne peut pas être en extérieur, Vincent? Eh ben, c'est principalement les éléments de sécurité qui risquent de se déclencher un peu trop souvent, surtout en temps de pluie. En fait, une goutte d'eau est peut-être détectée par les scrutateurs, donc ce qui fait que votre appareil restera sous la pluie jusqu'à temps que la pluie cesse. Pareil pour les feuilles mortes qui passeraient devant l'appareil. Voilà, c'est principalement la pluie, effectivement, parce qu'il suffit qu'il y ait une gouttette d'eau qui vient de se mettre sur le scrutateur laser, qui va détecter ça comme un élément d'un obstacle, et il va déclencher l'arrêt du MIR tout de suite. Via un tunnel, tout à fait, ou un préau, oui, ça a déjà été fait chez certains clients qui ont fait des liaisons avec des préaux seulement qui étaient assez larges pour pas qu'il y ait trop d'eau qui tombe en latéral s'il y avait une pluie latérale, mais pour faire des liaisons entre deux bâtiments. Oui, on peut valider la conformité CE, ça fait partie des prestations sur lesquelles on peut vous assister complètement, et on assiste d'ailleurs nos clients là-dessus, ça fait partie des prestations de services qu'on propose. C'est-à-dire vous pouvez par exemple faire vos déploiements et on vient avec vous faire l'analyse de risque et vous accompagner sur la certification CE. Pas de souci. Attention, si vous mettez des scies circulaires sur le côté du MIR et vous circulez dans un atelier, ça sera plus compliqué à effectivement certifier. Durée de garantie du MIR? Ça va être 12 mois. Après, MIR propose l'extension à 2. Après, voilà, on peut avoir des extensions sur 24 ou 36 mois. Bon, ben, c'est parfait. Ah, il y a une personne qui nous rejoint maintenant. Ça va être un peu limite pour la fin, pour suivre le webinaire. Bon. Bah, écoutez, on vous remercie beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire interview. N'hésitez pas de vous rapprocher de Vincent ou de HMI MBS. SAV, y a-t-il une formation pour les externes? Oui, on peut imaginer une formation SAV. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Offre location? Oui, sans problème. On travaille avec un partenaire financier qui s'appelle DLL et on est capable de vous faire des offres en LOA. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. En deuxième aussi aspect location, c'est pour l'aspect POC, pouvoir faire des essais directement chez vous. On dispose d'une majorité des MIR et puis d'options qui sont faisables. Donc, par exemple, le MIR 250 Hook, on peut faire des essais chez vous sur 2 semaines avec une location d'appareil. Alors, on vient de parler qu'on louait l'époque, voilà. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Très bien. Ben, merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, alors, n'hésitez pas à aller voir le replay si nécessaire et à partager ce webinaire avec vos collaborateurs. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir, Vincent. Au revoir.